Alors, donc là, c'est la deuxième partie de la présentation que j'avais commencé il y a déjà de cela un mois, il me semble. Donc, c'était sur la Belgique qui prend son indépendance, donc les journées de 1830. Donc, la partie précédente, nous avions évoqué toutes les raisons qui avaient poussé à cette séparation brutale, de séparation du Royaume des Pays-Bas. Et cette fois-ci, on va parler. Enfin, la fois passée, la présentation était vraiment trop longue, donc on a dû la couper et je vais reprendre un tout petit peu avant la fin pour remettre dans le bain et que ce soit une présentation correcte, on va dire. Donc cette partie-ci, ça va vraiment être sur la description des journées de 1830, donc de septembre, qui vont voir l'indépendance de la Belgique. Donc on va reprendre directement à partir du 21 septembre. Donc c'est à partir de ce moment-là. Donc le prince Frédéric, je vais vous mettre une photo au tableau. Donc le prince Frédéric des Pays-Bas, que voici. Et son frère, bien sûr, le prince Guillaume, qui deviendra Guillaume II. Donc j'ai malheureusement qu'une photo de lui en tenue de sacre, mais voici. Et donc, le prince Frédéric, au-dessus, va recevoir l'ordre de son père qui est à La Haye, l'ordre de marcher sur Bruxelles. Et donc je vous disais que les Liégeois, pris d'audace, attaquaient les avant-postes des, euh, ils attaquaient les avant-postes des Hollandais. Et donc les Liégeois, qui sont toujours être pris d'audace, iront toujours au contact de l'avant-garde encore le 21 septembre. Et un certain nombre de Liégeois vont tomber malheureusement. Et on peut dire que c'est à partir de cet affrontement-là que va commencer les autres et qui vont manifester. Donc tous les autres qui sont restés dans la ville vont manifester à partir de ce moment-là le désir d'aller soutenir les Liégeois qui étaient avant les seuls à vraiment partir au contact en fait. Donc c'est un peu l'événement qui va mettre le feu aux poudres. Et à partir de là, Bruxelles, qui était assez isolée, malgré qu'il y ait des renforts qui étaient venus, je vous l'avais dit, mais tout le monde va, en voyant le dispositif hollandais, ils vont fuir en fait. Donc ça, je vous l'avais dit la fois passée. Et donc, les gens qui sont restés vont demander des secours à Liège, à Louvain, à Wavre, donc dans toutes les villes qui entourent Bruxelles. Ils vont même aller jusque dans le Borinage. Donc le Borinage, c'est la partie qui est, donc pour vous situer, entre Maubeuge et Valenciennes, la partie du côté belge bien sûr. Et donc tous les villages qui vont être aux alentours de Bruxelles vont être en état d'alerte. Les curés vont sonner le tocsin et ils vont se mettre en marche à l'avant des bandes de paysans qui vont mener au combat. Donc ça, je vous avais raconté l'anecdote, il me semble. Mais les anciens militaires vont être invités par une déclaration à se présenter à l'hôtel de ville, pardon, pour aller prendre le commandement d'unité. Et le lendemain, le 22 septembre, cette fois-ci, c'est 2000 hommes qui vont tenter une sortie sur l'avant-garde. Plus des bandes d'éparses de Liégeois. Là, cette fois-ci, c'est 2000 hommes qui vont sortir. Parce qu'en fait, le gros des troupes hollandaises était seulement à une lieue. Donc ils en ont profité. Donc ça, c'était un événement entre vraiment la bataille qui va commencer seulement plus tard, le 23 septembre, à 8h15 du matin, où le premier coup de canon va être tiré. Bien sûr, coup de canon tiré par les Hollandais. Euh, et là, à partir de ce moment-là, la bataille, on peut dire qu'elle va réellement commencer. Donc pour vous faire un topo sur la composition des forces en présence, donc je vous l'ai dit, vous avez d'un côté l'armée du prince Frédéric, qui compte 14 000 hommes et 26 canons. Donc c'était déjà, pour vous donner un ordre de grandeur en France, un peu plus, enfin beaucoup plus que ce qu'avait eu le général, je pense c'est le général Marmont, pour soumettre Paris pendant les journées de juillet, donc 2 mois avant les événements de septembre 1830 en Belgique. Et à la tête de cet état-major de l'armée du prince Frédéric, vous avez le général de Constant-Robec, que vous connaissez tous pour avoir donné du fil à retordre et avoir largement contribué à l'échec du maréchal Ney à la bataille des Quatre Bras, donc avant Waterloo.
Donc on peut dire que la situation semblait plutôt désespérée pour les Belges. Et d'ailleurs, le Louis-Philippe qui avait envoyé, on peut dire, un représentant à Bruxelles pour lui rendre compte de la situation, donc le général Valazé, il va écrire à Louis-Philippe que les troubles à Bruxelles sont sur la fin, que la bourgeoisie en avait marre, que les ouvriers qu'il voyait passer devant ses fenêtres étaient, selon lui, incapables de se battre, et que les soldats hollandais rentreront comme ils le voudront dans la ville, que les portes étaient grandes ouvertes. Et d'ailleurs, même à Bruxelles, personne ne croyait vraiment les possibilités d'une résistance face à cette armée qui était vraiment supérieure en force et en nombre. Donc tout semble désespéré. Et en fait, donc je vous avais dit que donc les gens avaient quitté Bruxelles, les agitateurs, qui s'étaient partis d'une traite de Bruxelles jusque Valenciennes, où elles sont éparpillées un peu partout dans le Hainaut. Donc c'était, je vous l'avais dit, le représentant liégeois Rogier, qui était venu le tout premier avec des liégeois et qui était reparti le dernier, qui avait été pris de remords à l'idée en fait d'abandonner tous ces liégeois qu'il avait laissés et qui erraient maintenant dans la forêt de Soignes, qui avaient peur en fait limite, plein d'angoisse. Et tous en fait, tous les gens qui étaient venus des quatre coins de Belgique, hormis ces agitateurs-là, vont rester. Et c'est ça qui est formidable. Ils vont décider de risquer leur vie. Tout le monde. Les Namurois, Liégeois, Louvénistes, Tournaisiens, les paysans de la banlieue qui étaient venus avec les curés, les hommes du Brabant, de la Flandre et du Hainaut, tous vont tenir position, prendre leur quartier derrière les barricades, aux fenêtres des maisons, en suivant bien sûr les ordres, comme je vous l'ai dit, des vieux soldats qui avaient fait les campagnes de Napoléon ou même d'autres, et qui vont prendre naturellement le commandement des opérations en fait. Tout va s'organiser un peu en dernière minute, mais ça va fonctionner. Et d'ailleurs, le spectacle est assez cocasse au final de voir que Bruxelles est défendu plus par les Belges que par ses propres habitants qui vont partir au final. Donc je vous l'ai dit, les bourgeois vont partir, et Bruxelles va plus être défendue par les Belges que par les Bruxellois. Et c'est d'ailleurs, donc je vous l'avais dit, c'est une des principales caractéristiques à retenir de 1830, donc des journées de septembre 1830, c'est que la révolution belge n'est pas comme la révolution française, une révolution de Parisiens, mais c'est une révolution belge dans toute la force du mot. C'est-à-dire que c'est toute la Belgique qui va converger vers Bruxelles dans un même mouvement, en fait, pour défendre ses intérêts que, que des simples Bruxellois, comme en France, Paris, où c'est les Parisiens qui ont fait la révolution au final. Mais bon, après, donc j'ai un peu peut-être exagéré en disant que la bourgeoisie en avait assez et que certains partaient. Mais il faut pas croire non plus que tous les combattants, que les combattants étaient uniquement des gens de la populace et que bon, c'était uniquement des paysans au final. Ce serait vraiment une erreur. Parce que en vérité, le prolétariat ne va fournir que peu d'hommes. Parce que la plupart en fait vont appartenir soit à la classe des artisans ou à la petite bourgeoisie. On revient un peu dans la toute première présentation que j'ai faite à ce qui s'est passé à Bruges, si vous vous souvenez, ou pendant la bataille des Éperons d'Or, où c'est vraiment les artisans qui vont défendre la ville, encore une fois. C'est une véritable lutte commune en fait, quand on voit que c'est des habitants de la campagne d'Uccle qui vont accourir sous la conduite d'un maréchal ferrant, ou par exemple à Waterloo, où ils vont venir sous la conduite d'un vétérinaire, ou à Gosselies sous celle d'un instituteur, ou dans le Hainaut où c'est pas rare de voir des gens venir sous la conduite du maître de houillère ou de verrière, ou verrerie plutôt. Et bien sûr vont venir avec eux tout un cortège d'avocats, de propriétaires, de fabricants. Donc c'est vraiment tout un assemblage hétéroclite. Et dans tout ce beau monde, les seules personnes qui ne vont pas venir à l'appel, les seules défections notoires qu'on peut répertorier, ce sont les gens d'Anvers et de Gand. Parce que dans ces deux villes, en fait, les industriels orangistes, donc qui soutiennent les Bataves,
Donc les Hollandais ils vont réussir à faire régner l'ordre jusqu'à la fin, mais les ouvriers des filatures vont être en pensée et en prière avec les Bruxellois. Un peu partout, on a des témoignages que les ouvriers vont cesser le travail et vont soutenir en prière, donc en faisant un autel. On va surprendre les ouvriers agenouillés devant un autel improvisé avec un drapeau belge autour donc de leur petite chapelle de fortune à prier pour la victoire. Donc voilà, ils sont pas présents physiquement, mais en prière. Donc c'est déjà ça. Mais retournons sur Bruxelles. Donc Frédéric, je vous l'ai dit, a eu lieu. Maintenant, il est arrivé et il n'hésite pas. Il sait que l'issue lui sera favorable et donc il décide d'une attaque simultanée par 4 colonnes. Donc il n'a pas de grande stratégie, il avance. Voilà. Donc il va en faire rentrer en fait 2 colonnes par la ville basse et 2 autres colonnes par la ville haute. Donc les 2 colonnes de la ville basse vont arriver par les portes de Louvain et de Schaerbeek. J'aurais peut-être dû faire une carte du dispositif, mais c'est pas grave, c'est pas très compliqué. Et donc en fait l'objectif principal au final étant la rue Royale, donc celle qui conduit au palais, qui va être le point central du dispositif où il compte remporter la victoire. Et d'ailleurs c'est le seul endroit où il va remporter la victoire, parce que partout ailleurs, donc dans la ville haute et dans la ville basse, ça sera un échec désastreux. Et d'ailleurs échec si rapide que l'armée hollandaise va être complètement désorganisée pour le reste des opérations. Donc, je vous l'ai dit, par exemple à la porte de Flandre par exemple, la cavalerie, donc il a envoyé la cavalerie d'abord, c'est peut-être pas très judicieux, elle lui appelle le temps de rentrer, que directement elle fut assaillie des fenêtres, de devant, de derrière dans les ruelles. Elle est assaillie de pavés, de meubles, on jette de la chaux vive par les fenêtres. Donc la cavalerie est en débandade, elle s'en va. À la porte de Laken, c'est pareil, c'est le même spectacle de déroute. À la porte de Louvain, donc de la basse ville, c'est pareil, les soldats vont avancer jusqu'au palais des États généraux en fait. Et là directement il y a une immense barricade de meubles qui avait été construite bien plus tôt en fait, et ils vont se heurter à cette barricade et ils vont s'arrêter tout simplement. Et là ils vont aussi se faire harceler des fenêtres, de la barricade, des côtés, devant, derrière. Aussi un désastre. À l'autre porte de la ville basse, donc la porte de Schaerbeek, les choses vont tourner un peu mieux. Donc là, les soldats vont démolir à coups de canon les défenses improvisées. Et là, les opérations en fait étaient directement supervisées par le général de Constant-Rebec, qui va s'élancer d'un trait vers la place Royale. Mais il va stopper net dans son élan, parce qu'il y a une terrible fusillade qui va éclater. Et lui-même fut blessé d'ailleurs, Constant-Rebec. Mais en fait, si vous voulez, il y avait une barricade qui avait été construite juste devant la place Royale. Et donc, ils vont arriver de front devant cette barricade et qu'ils ne l'avaient pas calculé, il semblerait. Et ils vont être arrêtés net par la fusillade qui vient de cette barricade, une fusillade drue, qui d'ailleurs va venir après des fenêtres. Donc les officiers, Constant-Rebec étant blessés, ils vont hésiter. Que faire? Ils ne pouvaient pas s'arrêter sous la mitraille, ils ne pouvaient pas répliquer parce que on sait que dans ce genre de situation, c'est difficile de lutter. Et donc en fait, les troupes étaient arrivées à la hauteur du parc de Bruxelles, et elles vont tout simplement décider de rentrer dans le parc. Voilà, elles vont se cacher à l'intérieur du parc, et elles vont aller s'entasser là-bas en désordre total. C'est pas très judicieux. Elles essaieront à plusieurs reprises de sortir. Elles vont faire quelques sorties, mais bon, vous imaginez bien que des troupes qui sortent par les grilles d'un parc, elles vont pas sortir en bon ordre, et surtout elles vont sortir au goutte à goutte, ce qui fait qu'à chaque fois qu'elles vont essayer de sortir, elles vont être décimées au détail. Donc c'est pas très judicieux. Donc ce fut un massacre total bien sûr. Et donc au final elles vont, après quelques sorties abandonnées, elles vont rester coincées là, dans le parc, jusqu'à la fin des opérations. Et bien sûr le prince Frédéric, qui s'attendait à une victoire éclair, victoire magistrale, il va fulminer de rage. Il croit même qu'il est victime d'un complot,
que c'est lui il avait reçu l'assurance de son état-major, que ce serait qu'une simple promenade de santé, mais au final, euh, il pense lui-même qu'il s'agit d'une machination qui était destinée à l'attirer dans un guet-apens. Bon, bien sûr, il en est rien, mais voilà, il préfère rejeter la faute sur les autres. D'ailleurs, il est en plein désarroi, il va même aller jusqu'à négocier en pleine nuit, bien sûr, secrètement, pour pas baisser encore plus le moral de ses troupes avec les Belges. Et bien sûr, parce que, en fait, tout ça, c'est un truc assez bête, hein, c'est juste que les Hollandais n'ont pas encerclé la ville. Du coup, en fait, pendant que les Hollandais gaspillaient leurs troupes, littéralement, il y avait des renforts qui affluaient de toutes parts. On apportait des chariots de vivres, des armes, des canons, de la poudre, de partout. Juste à l'endroit où, bien sûr, où les Hollandais se trouvaient, mais des autres côtés, on apportait tout ce qu'il fallait pour continuer le combat. Donc c'était assez bête. Les Hollandais n'ont pas pensé à encercler la ville, parce que peut-être qu'ils pensaient que la victoire serait tellement rapide qu'ils n'en auraient pas besoin. Et bref. Euh, donc je vous ai dit de Nivelles, du Borinage aussi, venaient de nouvelles bandes armées qui venaient s'ajouter. À Hatt, on amena même des canons parce que la garnison de les fortifications de Hatt avait été chassée la veille. Donc on amena les canons qui étaient dans les fortifications. Donc je vous ai dit aussi de Flandre venaient encore plus de paysans sous la conduite du curé, de leur curé. Donc encore à ça s'ajoute. Et au final, on voit que le nombre de défenseurs va exploser. Ils étaient, je vous l'ai dit, quelques milliers. Et ça va vraiment exploser. Finalement, ils seront de taille. Donc je vous dis les 14 000 hommes de l'armée orangiste. Et même les agitateurs qui avaient fait demi-tour en voyant les forces, dès que la bataille fut engagée, dès qu'ils ont su qu'elle était engagée, et ben ils ont fait demi-tour. Parce que ils pensaient que en fait les chefs qui étaient restés, donc je vous avais parlé du baron d'Ogwurst et son adjudant le baron Fellner, pardon, et ben ils s'étaient restés ceux-là, mais il y a aussi Roger qui était parti rapidement, qui va vite revenir parce que parti le dernier et puis revient le premier, logiquement. C'est tout ce beau monde de chefs, d'agitateurs, mais en fait leur rôle c'était de transformer cette insurrection en révolution. C'est pas une tâche facile, hein. Donc ce petit groupe va former ce qu'ils sont appelés une commission administrative, qui n'a pas vraiment de réelle attribution, sauf celle que je vous ai dite, qui était de donner un centre de ralliement à la Belgique soulevée maintenant. On l'a transformé en réelle révolution. Et d'ailleurs, ils vont prendre un premier décret qui est de construire sur la place Saint-Michel un monument. Bon, c'est un peu bizarre en pleine bataille de prendre ce décret, mais c'est logique dans un sens, d'enterrer tous les braves tombés au combat sur la place Saint-Michel, qui va être renommée aujourd'hui, enfin qui a été renommée depuis longtemps et qui s'appelle aujourd'hui la place des Martyrs. Et d'ailleurs, le monument qui a été décrété, donc le monument en question va être érigé. Il a été érigé depuis bien longtemps, hein, bien sûr. Et si vous venez, vous pouvez toujours le voir, même si nos contemporains témoignent un manque de respect flagrant pour ce monument, notamment en proposant un dîner dans le ciel, Dinner in the Sky, comme s'appelle cette initiative, qui consiste bien sûr à une table tirée par une grue dans le ciel, avec des convives qui dînent autour, et bien sûr ce dîner se place vraiment juste à côté de ce monument. La grue est limite sur le monument, avec pour vous donner, je vais vous envoyer une photo. Le monument ressemble un peu aux Invalides en France. Donc il y a une grande pilastre au milieu avec autour une crypte, un peu comme celle qui entoure le tombeau de Napoléon. C'est vrai, j'ai pas pensé à mettre une photo de la place des Martyrs. Alors, si vous voulez bien regarder au tableau. Voilà, donc le monument au milieu, donc vous voyez qu'il y a des barrières autour, mais en fait c'est juste pour... On voit en contrebas les contours de la crypte en question. Et bien sûr, c'est pile à cet endroit-là qu'ils ont décidé de faire ce Dinner in the Sky, très respectueux des morts, comme vous l'avez vu.
Mais continuons, c'est pas le sujet. Alors oui, voilà, le 24, donc là on parlait, donc le monument, etc., c'est le 23, quand ils vont revenir à Bruxelles. Et le 24, le lendemain, cette commission administrative va nommer enfin un général à la tête de l'armée patriote, qui s'appelle un certain... donc c'était un général, un soldat sous les Pays-Bas espagnols. Il s'appelle Joan Van Halen. Typiquement, on reconnaît directement Pays-Bas espagnol. Donc ça c'est le 24. Voilà, ils vont essayer de un peu de légitimer l'action, qui est un cadre formel à tout ça, même si Van Halen va pas vraiment être est un peu plus là pour la forme, parce qu'il va pas vraiment être efficace ni même intervenir. Mais ça c'est une autre histoire. Mais donc le 25 septembre, c'est la date à retenir, c'est vraiment le jour où le gouvernement provisoire va être officiellement constitué. Donc avant c'était une commission administrative, et le 25 ça se transforme en réel gouvernement provisoire. Donc c'est la première institution officielle, on peut dire, de la Belgique. Mais revenons sur les combats, là on a un peu dévié. Alors le prince Frédéric, en plein désarroi, va recourir à la terreur, un peu comme son père. Quand il se sent pris au piège, le seul moyen qu'il a de faire face à ses angoisses, c'est de recourir à la terreur. Et il va ordonner qu'on tire à boulets rouges, donc des boulets chauffés, pour des boulets incendiaires, on peut dire, sur la ville, la basse ville. Et bien sûr, sans autre résultat encore, bien sûr, que d'exciter davantage la population. Bien sûr, ça a causé un incendie, vous vous en doutez, mais passons. Déjà, alors que bon, il y a l'incendie, des renforts vont arriver encore de Maastricht, pour soutenir le prince Frédéric, hein, cette fois-ci, pas les Belges. Donc les 14 000 hommes n'ont pas suffi, donc le gouvernement hollandais décide d'envoyer plus d'hommes. Donc il y a le général Kort Heiliger qui va venir à la rescousse du prince, mais ce cher général va être harcelé en chemin par des bandes de paysans. Il va être repoussé à Louvain, et quand il va avancer sur Tir-le-Mont, il va trouver la ville en état de défense. Donc au final, ses troupes vont errer sans but dans les environs d'Ouavre, pour vous situer, complètement désordonnées. En fait, ces troupes vont être désorganisées et elles vont se rallier seulement au prince le 27. Donc 2 jours après la date où nous nous étions arrêtés. Et en fait, l'arrivée de ces troupes complètement désorganisées va accélérer encore davantage le processus de décomposition qui avait déjà commencé aussi, il faut le dire, dans l'armée hollandaise. Donc, déjà leur discipline se répandait dans les rangs, les officiers ne savaient plus tenir le pillage et la maraude. Par exemple, les soldats qui étaient dans le parc partaient en maraude, et les autres aussi d'ailleurs. Et dans les rapports, de jour en jour, le risque de débandade augmentait. C'était alarmant d'ailleurs. Et d'ailleurs, les premiers qui vont se débander, vous le devinez, ce sont ceux qui sont restés coincés dans le parc. Ils vont profiter de l'obscurité pour décamper le plus loin possible. Et quelle fut la surprise des Belges quand au matin, puisque les Belges, en tant que Belges, fidèles à ce qu'ils étaient, bien sûr les Belges quittaient, une fois la nuit venue, les barricades pour se rendre à la taverne, boire leur verre de bière coutumier. Et quand ils se sont revenus, euh, de ce presque acte touchant de bonhomie héroïque, eh ben, ils vont trouver ce parc désert, à leur grande surprise. Donc maintenant, euh, après en fait, finalement, ces soldats dans le parc, quand ils sont partis, ben, en fait, on peut dire que la bataille de Bruxelles était gagnée. Hein, il n'y avait plus personne dans Bruxelles, Bruxelles était libérée, et maintenant il incombait un nouveau devoir au gouvernement provisoire,
Puisque Bruxelles était libérée, il incombait maintenant au gouvernement de refouler l'ennemi au-delà des frontières naturelles, enfin qui semblaient naturelles en tout cas, et de généraliser donc l'insurrection dans tout le pays, d'organiser ce nouveau pays, de faire aussi reconnaître l'indépendance par les autres, et j'en passe. Il y a tout un tas de devoirs nouveaux. Mais important de le dire, il n'y avait pas encore de chef pour fédérer tout ce beau monde. Parce qu'au fait, aucun membre du gouvernement n'avait assez de soutien de la part du peuple pour faire une telle mission. Chacun en fait avait sa petite influence locale. Comme je vous le disais, hein, par exemple Rogier venait de Liège, donc Rogier était le représentant de la population liégeoise, c'était l'homme le plus populaire du côté de Liège. Un tel c'était une autre région, un tel une autre encore. Donc ils étaient populaires chacun de leur côté, mais pas au niveau national. Donc il fallait trouver quelqu'un qui a un soutien unanime. Et ce chef va être connu dans la personne de Louis de Potter, qui jouissait pendant un temps à cette époque-là d'un grand prestige. Prestige qui va perdre après l'indépendance, parce que de Potter voulait une république en Belgique, et il va s'essouffler et perdre tout son prestige à batailler pour une république alors que les autres n'en voulaient pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, le jour après la bataille de Bruxelles, le 28 septembre, De Potter va rentrer triomphalement à Bruxelles. Le long de son voyage, tout le long du voyage, depuis la frontière française, il va être acclamé. Il y a même une escorte d'honneur qui va lui être faite. Quand il va rentrer à hâte, la foule, prise de folie, va se jeter sur la citadelle, juste pour avoir l'honneur de la prendre sous les yeux de Potter. Événement qui rappelle un peu ces hussards, ou ces lanciers polonais, je ne sais plus, qui se sont jetés dans je ne sais plus quel fleuve russe d'ailleurs, uniquement pour avoir le plaisir de mourir sous les yeux de l'empereur. Mais c'est anecdotique. Donc à hâte, toujours le 28, donc ils vont se jeter sur la citadelle pour la prendre sous les yeux de Potter. Encore le 28, le gouvernement provisoire va prendre officiellement le nom de gouvernement provisoire de la Belgique. Voilà, cette fois-ci c'est acté. Et la victoire de la veille, donc du 27, va résonner partout dans le pays, comme un écho, et qui va résonner d'une même voix, qui va donner une voix à la résistance, et qui va faire que partout dans le pays, les autorités hollandaises vont se faire déposséder. Le régime hollandais s'effondre de lui-même. Le 29 par exemple, donc le lendemain, la forteresse de Mons, qui était sous les ordres du général Owen, ouvre ses portes littéralement à la population. Le général va remettre son épée à un jeune officier du nom de Chazal. Donc c'est assez amusant de voir ce général qui remet son épée à un simple officier. D'ailleurs, ce simple officier, il va devenir plus tard ministre de la guerre sous la Belgique libérée. Mais des faits similaires en fait vont avoir lieu partout. À Tournai par exemple le 30, à Namur le 1er octobre, à Philippeville le 3 octobre, à Mariembourg le 4 et à Charleroi le 5. Donc vous voyez, c'est toutes les places fortes de Belgique vont être prises par la population. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que ce système de fortification tout neuf au final qui avait été construit dans le but de faire la mission qui a été confiée au Royaume des Pays-Bas, hein, de servir de frontière armée face à la France. Donc dans ce but-là, ils ont construit tout un système défensif en Belgique, et toutes ces nouvelles places fortes vont tomber une après les autres sous la menace de la population. C'est formidable. Donc le 30 septembre, hein, je reviens en septembre, les Liégeois ne vont pas hésiter un seul instant à donner le siège de la citadelle. Citadelle de Liège, c'est quand même un gros bazar. Ils vont intercepter, ils vont faire le siège, ils vont intercepter donc les convois qui vont venir de Maastricht pour la ravitailler. Et 6 jours plus tard, en octobre, donc le 6, la garnison va se rendre. Donc c'est quand même un bel exploit.
L- Pour ce qui est de l'armée hollandaise, désertion en masse, hein, désertion en masse de la part des soldats belges surtout qui avaient été forcés, un peu comme une conscription napoléonienne mais version hollandaise, à rejoindre cette armée. Donc ils étaient forcés de rejoindre une armée d'occupation, et dès que cette armée d'occupation s'est trouvée en mauvaise posture, les soldats belges sont partis euh, se joindre sous le drapeau national avec les autres. Et d'ailleurs, dorénavant, la seule préoccupation qu'auront les Hollandais, c'est de partir et de retourner vivants chez eux. Préoccupation, presque instinct primaire au final de l'armée hollandaise. Et un peu comme d'ailleurs on peut toujours garder le comparatif de la guerre patriotique russe, qui va grignoter l'armée française quand elle est entrée en déroute. Et ben c'est pareil. Les curés flamands qui avaient mené leurs paysans au combat à Bruxelles, cette fois-ci ces curés flamands vont envoyer leurs paysans en guérilla et vont grignoter les traînards de l'armée hollandaise. L'armée hollandaise va vraiment s'émietter sous les mains de leurs généraux. D'ailleurs, le duc de Saxe-Weimar, qui avait remplacé le prince Frédéric à la tête de l'armée, est complètement exaspéré de la situation. Il en a marre de voir son armée se dissoudre dans ses mains. Et qu'en fait, il comprit qu'il ne commandait qu'une retraite. Hein, c'est tragique. Et alors que les Belges, en fait, eux, ils ne s'embarrassaient de rien. Ils marchaient joyeusement en avant, acclamés à chaque village, comme des libérateurs salués par les églises, qui arboraient fièrement le nouveau drapeau tricolore. Ils avançaient, cette petite armée improvisée, sans ordre ni direction, avec tout de même un commandant en chef, hein, donc je vous l'ai dit, Juan Van Allen, avance et talonne les Hollandais jusqu'à Anvers. Là, la lutte devient cependant un peu tendue euh, quand les Hollandais vont arriver à la hauteur de la Nette, donc il y a un fleuve. Pardon, pas un fleuve, hein. Qu'est-ce que je raconte? Une rivière. La Nette qui était facile pour les Hollandais de défendre, mais même si les Hollandais pouvaient défendre la Nette, ils ne vont pas le faire, ils ne voulaient pas le faire. Et ça qui fait toute la différence. Ils n'avaient pas le mental. Et quand les Belges vont marcher sur les Hollandais, la population locale qui est juste derrière les Hollandais, donc les Hollandais défendent la Nette, les Belges arrivent de l'autre côté de la Nette, et derrière les Hollandais, vous avez tout de suite la population locale qui va sonner le tocsin pour encourager les Belges de l'autre côté de la rivière. D'ailleurs, la garnison locale va se faire prendre par la population, donc c'est assez amusant, et toute la population va aller se joindre aux assaillants. Donc tout ça se passe dans la ville de Lierre, qui est à côté d'Anvers. Et cette ville, en fait, c'est pour ça qu'elle était défendue, c'est parce elle faisait partie du système défensif d'Anvers. Et quand elle va tomber, ça va être embêtant pour les Hollandais, parce que défendre Anvers devient compliqué. Les Hollandais terrorisés vont reculer sur Anvers même, et là des combats similaires vont avoir lieu un peu partout autour d'Anvers, jusqu'à ce que l'entièreté des Hollandais se soit repliée sur Anvers même. Et donc là, ça va être la bataille d'Anvers. Ah oui, d'ailleurs, point important que j'ai oublié de préciser. Donc là, nous étions rendus, si je ne me trompe pas, la dernière date que je vous ai parlé, c'était le 6 octobre. Donc le temps passe, donc pendant tout ce que je vous racontais. Et là, on est rendu au 29 octobre. J'ai oublié de vous préciser que les États généraux, donc ce qui se réunissaient, qui s'étaient réunis un peu avant la bataille de Bruxelles, donc ils vont voter 2 jours après la bataille à 55 voix contre 43 la séparation du royaume. Donc en plus d'être militairement une vérité, la séparation du royaume était aussi politiquement et légalement actée, on va dire. Et je vous disais le 29 octobre, j'ai dit mais c'est le 29 septembre en fait, excusez-moi. Mais pour ce qui est d'octobre, donc le 6 octobre, on va reprendre chronologiquement les choses. 6 octobre, le prince d'Orange va essayer de récupérer la Belgique. Donc prince d'Orange, le fils de Guillaume, donc c'est bien celui-ci.
Donc je vous en remets dans vos tableaux pour être sûr qu'on parle de la bonne personne. Donc le prince d'Orange, aussi rusé que son père, va essayer par des manigances, non pas militaires mais politiques. Il va lancer une proclamation pleine de fausses promesses pour récupérer la Belgique, disant qu'il avait porté les réclamations du peuple au pied de son père et que le vote des États généraux en fait était de son fait, que c'était la récompense de la Belgique, que le roi leur accordait même provisoirement une administration distincte et que tout un tas de promesses fumeuses bien sûr voilà qu'il ne va pas tenir et qu'il n'a pas l'intention de tenir. Et en réponse de quoi, le 7, le prince de Mérode, donc il y a un autre représentant de la Belgique révolutionnaire, et Van de Weyer, un second encore représentant, ils vont dévoiler au peuple les intentions mensongères du prince d'Orange, en déclarant qu'il ne sera tenu aucun compte de cette déclaration, que les actes du roi étaient nuls et non avenus en Belgique, et que si le prince voulait affaiblir l'indignation publique qui régnait partout, eh bien il devait donner l'ordre aux troupes de se replier au-delà du Moerdijk, qui était considéré comme la frontière naturelle. Le prince d'Orange, encore une fois pris par un excès de folie, un peu comme finalement de son frère, hein, il va écrire un manifeste encore plus fou que le premier, en disant ceci, écoutez bien. Je comprends votre situation et je vous reconnais comme une nation indépendante. Je me mets ainsi, dans les provinces que je gouverne, à la tête du mouvement qui vous mène vers un idéal de choses nouveaux et stables dont la nationalité fera la force. Voilà le langage de celui qui versa son sang pour l'indépendance de votre sol et qui veut s'associer à vos efforts pour établir votre nationalité publique. Vous voyez bien comme c'est délirant. Hein, le prince d'Orange écrit vraiment des déclarations délirantes. Et il pense même que les gens tomberont dans le panneau. Vous pensez bien qu'après ça, il ne peut plus être pris au sérieux par qui que ce soit, ni par les Belges, qui le considéraient déjà avant euh, comme quelqu'un, par ses déclarations, comme un menteur. Et en plus de plus être pris au sérieux par les Belges, il va même plus être pris au sérieux par ses propres compatriotes, qui vont le considérer comme un traître. Euh, il trahissait son père, il trahissait son peuple, et en plus il trahissait l'Europe entière. Parce qu'en faisant ça, il allait à l'encontre de ce qui avait été décidé au traité de Vienne en 1815. Donc ça devient une autre paire de manches. Et ce pauvre prince va se cramponner à cette idée, il va se cramponner à cette illusion, il espère devenir vice-roi de Belgique, ce qui est totalement insensé. Et vous pensez bien qu'ajouter la trahison du prince à l'état de décomposition de l'armée rendait la prise d'Anvers euh, une simple formalité, on peut dire. Déjà le 26 octobre, la population, ou 26 septembre, oui, pardon, la population d'Anvers avait été très menaçante et elle tirait déjà des coups de feu depuis les fenêtres sur les Hollandais. Et déjà là, les Hollandais couraient. Ils étaient complètement affolés. Alors le 27, le général Chassé, qui commandait la citadelle d'Anvers, va consentir à se retirer, à condition express qu'il ne soit pas attaqué. Là, les Belges vont entrer dans la ville d'Anvers, mais une vive fusillade va éclater contre les Hollandais, d'ailleurs à laquelle le duc de Saxe-Weimar, exaspéré, va répondre en ordonnant le bombardement d'Anvers, le fameux bombardement d'Anvers. Mais le général Chassé, donc qui commandait la citadelle d'Anvers, va abandonner quand même la ville aux Belges, ce qui va finalement clôturer donc le 27 octobre. 27 octobre, cette date-là, c'est la date de clôture de la phase militaire de la Révolution. Donc les volontaires, alors ça c'est assez incroyable je trouve, les volontaires qui savent que leur mission de libérer le sol belge est accomplie, et bien ces braves gens vont regagner spontanément leur foyer. Tout l'édifice qui avait été construit par les Alliés en 1815 était détruit. En fait, les Belges
rompait en même temps qu'avec les Hollandais, il rompait en même temps avec l'Europe. Et d'ailleurs, il faut savoir que si l'Europe n'était pas d'accord, je pense que les Belges, quitte à faire les choses, ils les auraient pas fait à moitié et peu importe des conséquences. Hein, ça aurait pu donner de gros massacres. Heureusement que ce n'est pas arrivé. Et on peut dire que c'est quand même une grande chose faite par un petit peuple. C'est une belle phrase que j'avais vue par je ne sais plus quel écrivain, mais qui était une belle phrase et que je voulais vous dire. Donc là, maintenant que la phase militaire était terminée, c'était la phase internationale, on peut dire diplomatique en fait, simplement qui commençait. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la conférence de Londres, euh, donc qui était en réponse à ces événements, va être convoquée le 4 novembre. Et cette conférence va au final juste être une amère désillusion pour le roi Guillaume, qui pensait être soutenu par l'Europe, euh, au contraire des Belges qui pensaient qu'ils allaient être remis à leur place. Mais en fait, ces Belges vont recevoir une reconnaissance internationale en étant considérés comme belligérants du conflit. Donc à partir du moment où ils sont cités comme belligérants, ben, ils reçoivent la reconnaissance internationale officiellement. Euh, il n'empêche tout de même que les Anglais qui hébergeaient la conférence n'arrêtaient pas de prendre de haut les représentants belges. Par exemple, Lord Aberdeen, qui ne pouvait pas s'empêcher de prendre Van de Weyer de haut. C'est un fait qui avait été répertorié que je trouve amusant. Ah oui, autre chose, c'est que ce même Lord Aberdeen, je pense, il s'emportait tout le temps contre Jean de Bien, parce qu'en fait Jean de Bien voulait donner la couronne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il voulait donner la couronne au fils de Louis-Philippe, donc le duc de Nemours. Mais donc, Lord Aberdeen était complètement exaspéré. Mais après, c'était qu'un projet. Voilà, c'était pas encore un truc officiel ni quelque chose à débattre. Parce que le jeune diplomate Van de Weyer le fit bien comprendre. Les Belges étaient décidés à garder leur indépendance et ils n'hésiteraient pas à se jeter dans les bras d'une puissance voisine pour la conserver. Donc s'il le fallait, ils iraient se jeter dans les bras de la France pour conserver leur indépendance. Donc c'est pour ça que la proposition du duc de Nemours avait été avancée pour, en quelque sorte, donner matière à réfléchir aux Anglais et qu'ils ne fassent pas de choses sans réfléchir. Donc dans un premier temps, une trêve va être décidée donc le 10 novembre, elle va être acceptée, donc le jour même au final de l'ouverture du congrès, du premier congrès national, pardon, important, première assemblée constituante du royaume, qui va commencer le travail de légifération, qui va prendre en fait le devant en matière de droit, et qui ne va pas manquer de froisser la conférence de Londres, qui d'ailleurs la conférence de Londres entendait dicter aux Belges le chemin à suivre. Et ben elle va forcément se trouver froissée quand les Belges vont prendre les devants et eux-mêmes au Congrès national décider eux-mêmes de leurs lois, de leur constitution, etc. Donc les Anglais vont être froissés. Il n'empêche que Lafayette, en l'apprenant, va féliciter le Congrès national, en félicitant le Congrès national d'avoir si fièrement répondu à l'Europe, pour reprendre ces mots. Alors, une petite anecdote amusante. Alors, donc je vous ai dit qu'il y avait une proposition de couronne pour le duc de Nemours. C'est à certains orangistes qui n'ont toujours pas été chassés manifestement, qui n'ont toujours pas changé d'opinion en cours de route. C'est assez étrange. Ils vont proposer au Congrès national de donner la couronne à un d'Orange-Nassau, donc un des princes, pour conserver toutes les débouchés coloniales hollandaises. Donc
Après, on voit déjà que ces orangistes, ce sont des industriels, hein. Hein, appelons un chat un chat. Mais le 24 novembre, je pense en avoir déjà parlé sur le cercle en plus, le 24 novembre, le Congrès va voter en réponse à ces orangistes euh, un des textes en Belgique qui est supraconstitutionnel. C'est donc les premières décisions du Congrès national supraconstitutionnel. Donc cet édit, on peut dire, euh, dit que la maison d'Orange-Nassau est écartée à perpétuité de tout pouvoir en Belgique. Mais bon, devinez quoi? Cet acte supraconstitutionnel du Congrès, aujourd'hui, s'il devait être mis en application, donc en particulier donc, sur celui de l'exclusion des Orange-Nassau, est considéré comme illégal par la Cour européenne des droits de l'homme. On voit très bien que la Cour européenne des droits de l'homme se tamponne de l'histoire d'un pays. Mais bon, parce que, donc vous vous doutez, c'est dû au fait que ça empêche l'accès à un emploi à cause d'une discrimination faite sur un nom de famille, du coup, pour le coup. Ces pauvres Orange Nassau discriminés à cause de leur nom de famille, quelle honte. Mais faisons l'impasse sur cette parenthèse. Mais bon, heureusement que les événements, au final, vont prendre une tournure favorable pour les Belges. Parce que je vous ai dit que l'Europe aurait pu intervenir. Et d'ailleurs, c'est pas faute d'avoir essayé. Parce que donc, le tsar était un des seuls qui était prêt à envoyer des troupes aider le roi Guillaume. Donc le tsar était le seul à vouloir aider militairement. Mais malheureusement, enfin heureusement, plutôt, il ne va pas pouvoir envoyer son armée à cause de l'insurrection polonaise qui a éclaté à Varsovie le 29 novembre. Donc ça c'est une grande chance que ce ne soit pas arrivé, parce que sinon ça aurait été mal. D'ailleurs, la Prusse aussi avait d'abord, donc Guillaume avait sollicité aussi l'aide de la Prusse, mais le roi de Prusse va refuser en disant qu'il ne pouvait pas risquer. Parce que ça, en fait, le roi de Prusse avait compris que s'il rentrait en Belgique, la France rentrerait aussi en Belgique. Et ça aboutirait sur un conflit inutile. Donc le roi de Prusse se tenait prudemment à l'écart. Mais maintenant, il n'y avait plus aucun doute que la conférence de Londres euh, allait devoir reconnaître l'indépendance de la Belgique comme quelque chose d'officiel. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fit dans son protocole du 20 décembre. Et d'ailleurs, par ce protocole du 20 décembre, la conclusion du traité de Londres, le traité de Londres, ça va s'appeler, c'est avec ce traité de Londres que va se clôturer cette présentation. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour un format un peu plus court. Bon, ça va quand même durer 50 minutes, mais c'est pas mal, c'est comme ça vous garde frais. Et c'est ici que donc va se clôturer cette présentation, qui j'espère vous a passionné. Et la prochaine, qui vous passionnera davantage, je pense, se portera sur le Congo de Léopold II. Un moment de l'histoire de la Belgique très controversé et qui continue encore aujourd'hui à faire couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant.